Il y a effectivement une ambiance générale euphorique, consiste à dire le numérique va régler une partie de nos problèmes, sauf que c'est pas avec de l'enthousiasme qu'on crée des richesses bien longtemps. Bonjour à tous, épisode 6 des Digital Learning Makers. Bonjour Alban. Bonjour Clément. Aujourd'hui tu as reçu Pascal Marquet qui est professeur et théoricien à l'université de Strasbourg et c'est un grand nom du Digital Learning. Effectivement, il est à l'origine du conflit instrumental, le sujet sur lequel nous avons discuté avec Carlos pour notre second podcast. Et aujourd'hui vous avez parlé de... On a couvert de nombreux sujets liés à l'apprentissage et au numérique. Par exemple, on a parlé de l'innovation en technopédagogie, pourquoi nous sommes passés du métier d'ingénieur de formation à celui d'ingénieur pédagogique, comment faire matcher les connaissances théoriques, scientifiques, pratiques pour le e-learning. En bref, c'était un échange très enrichissant. Excellent, on écoute ça tout de suite. Eh bien, bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter pour nos auditeurs ? Alors, moi je suis professeur de sciences de l'éducation à l'université de Strasbourg. J'enseigne les technologies de l'éducation et plus précisément la façon dont les technologies numériques peuvent être mises au service de l'apprentissage humain. Voilà. Donc ça c'est vraiment mon domaine d'enseignement, c'est aussi mon domaine de recherche. Et depuis un petit peu plus de 25 ans maintenant, j'essaie justement de voir comment tout ce que on a pu produire comme logiciel, alors évidemment les technologies ont évolué, mais depuis les premiers logiciels éducatifs jusqu'à aujourd'hui les grosses plateformes ou des ressources disponibles ou qu'on fabrique ad hoc, comment tous ces objets informatiques au cours du temps, et évidemment les plus contemporains, facilitent l'apprentissage, jusqu'à quel point et à partir de quand surtout, croyant bien faire, eh bien on met les gens en difficulté. Parce que pour moi, le vrai problème c'est justement, c'est pas parce que c'est moderne que c'est forcément mieux. Et en revanche, pour que ce soit mieux, il y a un certain nombre de précautions à prendre. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a une importance de l'innovation dans la conception de cette technopédagogie pour vous, pour vos travaux. Alors, l'innovation, c'est effectivement très important. Ça demande quand même à préciser de quoi on parle, parce que j'ai presque envie de dire que depuis que l'humanité existe, on innove. Donc l'innovation, c'est un truc très ancien. Alors il faudrait faire la différence entre l'innovation nouvelle et l'innovation ancienne. Donc quand on dit innovation, c'est souvent quelque chose qui a existé ailleurs, dans un autre contexte, et qui se présente pour la première fois dans un nouveau contexte. Effectivement, ça c'est un élément très très important. Et les technologies numériques nous reposent cette question systématiquement, mais est-ce que si je m'y prends comme ça, est-ce que ça a déjà été fait ? Si ça a déjà été fait, qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Et un des grands intérêts du numérique, à mes yeux, c'est que finalement, ça oblige à s'interroger sur ce qu'on faisait avant. Et peut-être qu'elle est là l'innovation, c'est-à-dire que dès qu'on s'interroge sur ce qu'on faisait avant le numérique, en formation ou dans des milieux professionnels où on accompagnait les professionnels, dès qu'on se pose cette question, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer et là, on innove. Comment justement vous arrivez à trouver ces points d'amélioration? Est-ce que c'est tiré de vos travaux ou bien c'est quelque chose qu'on arrive à ressentir dans les formations, des retours d'expérience d'apprenants ou... Alors, oui, ce serait prétentieux de dire ce sont nos travaux et ceux des doctorants que je dirige qui disent ce qu'est une innovation, ou là où il faut appuyer, quel levier il faut manipuler pour que les choses s'améliorent. Ce serait très très prétentieux et c'est pas le cas. En revanche, ce qu'on arrive bien à faire, c'est à observer des gens qui savent faire et les aider à comprendre ce qu'ils font. C'est-à-dire que dans le milieu de la formation, et y compris dans le milieu du jeu sérieux ou du e-learning, il y a des tas de professionnels qui font des choses très très bien. Souvent, ce sont des intuitions, ce sont des savoir-faire qui ne sont pas forcément très explicites. Et un premier travail consiste à observer les gens, à leur demander ce qu'ils font et à les aider à formaliser ce qu'ils font. Et là, déjà, on a une première étape qui est très importante. Et dans ce travail de formalisation, eh bien, c'est la même chose quand on s'observe soi en train de faire quelque chose de simple. On peut améliorer. Hein. Observez-vous en train de faire la cuisine. Évidemment, c'est pas la première chose qu'on aura envie de faire. Vous verrez, la deuxième fois que vous faites la recette, vous la ferez mieux. C'est un petit peu ça qu'on sait faire. Et ça, alors, évidemment, ça demande
ça demande une tierce personne qui est le chercheur, le doctorant ou une équipe de laboratoire qui s'attaque à un problème comme ceux auxquels vous êtes aux prises tous les jours. Justement, comment vous faites pour réussir à faire cohabiter vos connaissances avec ce qui se passe vraiment sur le terrain, avec des entreprises comme la nôtre, la 16e aujourd'hui? Ce qui est assez intéressant et facile à faire, c'est de mettre des mots sur l'activité des professionnels. C'est-à-dire que les concepteurs, les ingénieurs, les producteurs de solutions numériques pour la formation savent faire des choses. Mais ils ne savent pas forcément comment ça s'appelle. Ils ne savent pas à quoi ça renvoie en matière de connaissances scientifiques sur les objets qu'ils fabriquent. Et donc on fait ce travail avec eux, finalement, de mettre en mots et de mettre en relation avec la littérature scientifique, de mettre leur activité professionnelle en relation avec la littérature scientifique. Et ça ne peut être fait que par nous, mais qu'avec le soutien et l'opportunité de travailler avec des entreprises. Parce que chacun dans son coin, personne ne peut rien faire. D'accord, c'est vraiment un travail main dans la main. Absolument, nous on progresse parce que finalement on arrive à mettre à l'épreuve des notions, des concepts qui sont élaborés, on va dire, par des enseignants et des chercheurs. Et puis les entreprises, elles progressent parce que finalement elles arrivent à formaliser ce qu'elles font et elles peuvent le répéter, le dupliquer et l'améliorer. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà tiré des conclusions sur des travaux précédents Alors on a une expérience dans l'industrie pharmaceutique, enfin dans la formation mise en œuvre dans l'industrie informatique, notamment sur la formation des opérateurs en salle blanche, c'est-à-dire les personnes qui surveillent la production de produits pharmaceutiques ou de produits cosmétiques, sous atmosphère contrôlée. Donc c'est vraiment des conditions de travail particulières qui demandent de la part des opérateurs des gestes professionnels particuliers qui garantissent une hygiène irréprochable. Le tout évidemment sous atmosphère contrôlée, comme on dit, c'est-à-dire que finalement la pression à l'intérieur de l'unité de production est différente de la pression atmosphérique pour éviter justement l'entrée de matières qui pourraient contaminer la production. Donc on a une expérience dans ce domaine et effectivement cette expérience nous a permis de développer ou en tout cas de mettre à l'épreuve des outils théoriques qui étaient déjà disponibles et d'opérationnaliser finalement l'ingénierie d'un jeu sérieux en particulier en faisant attention de bien définir les gestes professionnels qu'on veut mettre en œuvre dans cette formation, donc dans ce jeu sérieux, en faisant attention à bien réfléchir à comment on va les scénariser, autrement dit, dans quelle situation on va placer le futur professionnel pour qu'il adhère finalement à ces gestes professionnels et qu'il ait envie de se les approprier. Et puis le tout dans un environnement technologique contraint par le budget de développement, contraint par la disponibilité des logiciels et les compétences des développeurs. Donc, voilà. Et à chaque fois, voilà. Donc là, on a une petite expérience qui est suffisamment crédible pour que on ait pu travailler avec My Serious Game. Donc on voit qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous croyez encore au Serious Game, au jeu sérieux, et pourquoi? Alors, c'est compliqué, le mot que vous utilisez, croyez. Je suis pas sûr qu'on soit dans un système de croyance, en fait. Et nous, notre travail, c'est justement de sortir de ce système de croyance. Il y a effectivement une ambiance générale euphorique qui consiste à dire le numérique va régler une partie de nos problèmes. Et c'est une bonne chose qu'il y ait cet enthousiasme. Sauf que c'est pas avec de l'enthousiasme qu'on crée des richesses bien longtemps. Et quand on est dans une logique industrielle d'amélioration d'une situation, avec des vrais enjeux, on a besoin de sortir de ce système de croyances. Et peut-être que nos croyances, notre enthousiasme vont être remis en question par des résultats. Donc ça veut dire qu'on passe de l'ardoise au manuel scolaire, on arrive à, on va dire, l'iPad aujourd'hui. Ça veut dire, voilà, on n'est pas sûr que ça fonctionne réellement. Non, alors c'est pas si ça fonctionne. C'est pas la question n'est pas là. C'est si on veut un gain à chaque saut, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on obtienne ce gain?
Voilà, c'est vraiment ça. D'accord. Ouais, et du coup, c'est encore des questions ouvertes, hein, c'est-à-dire que sur certains domaines d'apprentissage, à la fois scolaire, à la fois professionnel, ben la question est clairement posée. Comment est-ce que moi, en tant que concepteur de ressources numériques, je dois m'y prendre pour que si les utilisateurs vont de cet écran à celui-là en passant par cet autre, à la fin, ils en sachent au moins autant que s'ils avaient eu une formation telle qu'elle existait auparavant. D'accord. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont cruciaux, essentiels à prendre en compte pour être sûr que ça va mieux fonctionner avec des nouvelles technologies ? Enfin, comment on va faire pour vraiment mesurer l'apprentissage ? Alors là aussi, c'est des choses encore qui des questions ouvertes. Non. Enfin, ça c'est assez simple de répondre à cette question. Il faut juste mesurer. Vous l'avez vous-même dit à l'instant. Il faut mesurer l'acquisition de connaissances. Donc, soit cette acquisition de connaissances, elle peut se mesurer par le système lui-même, c'est-à-dire que le sujet a réalisé un comportement sur la tablette, à l'écran, avec son clavier et sa souris, qui atteste qu'il sait faire, et donc là, c'est très bien. Soit on repasse par des méthodes d'évaluation classiques, c'est-à-dire que la personne est mise en situation, elle développe le comportement attendu, et voilà, l'apprentissage a eu lieu. Ou on a ou alors ça peut être un QCM, alors un QCM papier crayon, un QCM à l'écran, peu importe. Enfin, j'ai presque envie de dire, le fait d'introduire du numérique n'a pas modifié la question de la mesure de l'acquisition de connaissances, parce que cette question, elle a toujours été au cœur de ces métiers. Quand vous formez quelqu'un, il faut l'avoir fait avec un résultat. Et ce qui est compliqué, et qui est toujours compliqué, là le numérique n'a ni complexifié ni simplifié, c'est quand est-ce qu'on veut que ce soit disponible en termes de compétences, de connaissances, et on veut surtout que ce soit pérenne, et donc qui est pour celui qui paye le produit ou qui a acheté le produit ou qui forme ses professionnels, ses collaborateurs, qu'au final les personnes sachent faire ce pourquoi on les a formés. Vous nous avez donné un très bel exemple d'apprentissage avant ce podcast tout à l'heure en parlant du jeu Monopoly. Pour faire la différence entre l'apprentissage formel et informel, est-ce que vous pouvez nous le redonner ? Alors oui, je disais dans une autre conversation qu'on peut apprendre à compter en jouant au Monopoly, parce qu'on est dans une situation ludique et qu'effectivement on va développer des habiletés de l'ordre du calcul, mais que la grande différence avec une situation scolaire, c'est certes on a fait une partie de Monopoly, mais finalement, on ne sait pas forcément qu'on sait compter. Alors que dans une situation formelle, on va nous dire clairement, aujourd'hui, on va apprendre à faire ceci, et puis on s'est mis en situation de l'apprendre, et au final, on est supposé savoir le faire. Alors, ça permet d'introduire la distinction entre apprentissage formel et apprentissage informel, ou apprentissage incident. C'est-à-dire que dans les situations ludiques, il y a des apprentissages incidents au sens où on apprend des choses sans s'y être préparé. Un petit peu comme dans la vie, finalement, au bout d'un moment, vous faites un certain nombre d'expériences négatives, vous finissez par apprendre et vous allez vouloir éviter de vous mettre dans de telles situations. Donc, ce qu'on appelle des apprentissages incidents, et personne ne vous a dit, à part vos parents, et que vous auriez dû écouter à ce moment-là, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Voilà, donc mais ça, c'est l'existence qui nous apprend ce genre de choses, et donc on est typiquement dans des situations d'apprentissage incident. Les apprentissages formels, c'est quand on dit, aujourd'hui c'est ça qu'on vise comme objectif, et au bout d'une heure, on regarde si c'est fait. Donc voilà, c'est ça l'idée dans cette différence. Et effectivement, ce que nous disions au cours de cet exemple évoqué tout à l'heure, c'est que lorsqu'on se met en situation de jouer, qui est une situation plus motivante que d'être dans une situation d'apprentissage où déjà on a dit à l'avance, là attention, là ça va être sérieux parce que on va apprendre, eh bien on a parfois alors on a de l'intérêt et de l'engagement des personnes dans la situation, mais ensuite on a une petite déperdition dans le fait que les personnes ne savent pas ce qu'elles ont appris. Parce que c'était un jeu. Et le but, c'était pas d'apprendre, c'était de jouer. Voilà. Donc le débat, il est là. Ok. Hein. Que pensez-vous des nouvelles technologies, vraiment, que ce soit de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle, ces nouveaux mots qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir nous apporter Alors, il faut toujours être prudent. C'est-à-dire que je reviens à mon idée d'enthousiasme de tout à l'heure et de croyance. C'est-à-dire que
on vit dans un monde où effectivement les innovations technologiques et les possibilités de figuration de la réalité, alors même si c'est elle est virtuelle ou augmentée, c'est toujours de la réalité parce qu'il y a une base réelle, même si c'est que du code, il y a un moment, il y a une machine qui traite ce code. Donc toutes ces innovations sont toujours porteuses d'imaginaire, de possibilités, parfois un petit peu exagérées qu'on va leur prêter. Donc prudence, mais prudence ne signifie pas pessimisme. Moi, je suis très optimiste. Je pense qu'on est au seuil parce que finalement le numérique, si on considère le numérique sur la durée, je pense que c'est la prochaine grande étape de technologie cognitive de l'humanité. Donc voilà, ça fait 20-30 ans qu'on les a sous la main, on peut pas dire que alors que ça fait 500 ans qu'on a l'imprimerie. Donc vous voyez, on est vraiment au seuil de quelque chose. On a un potentiel phénoménal, mais voilà, on peut pas vendre du rêve tout le temps aux gens parce que si finalement ils ne rêvent pas comme nous, ben ils vont être déçus. Donc puisque vous me demandez ce que j'en pense, je pense que c'est très prometteur. Je pense qu'il faut être prudent dans ce qu'on promet, parce que on risque de décevoir. Voilà. Et si on veut faire adhérer les futurs professionnels à ce type de formation, d'abord il faut y aller doucement, parce que tout le monde n'est pas prêt à changer de repère tout le temps. C'est très déstabilisant. Et puis surtout, il faut faire avec ces technologies que des choses finalement pour lesquelles elles sont vraiment les plus appropriées. D'accord, donc il est encore trop tôt pour... Oui, alors c'est trop tôt pour faire des paris, mais un pari raisonnable, c'est de dire qu'effectivement, on est au seuil de quelque chose de très intéressant, probablement qui a déjà commencé et qui va continuer à modifier notre manière de faire. On voit très très bien que les usages en formation professionnelle, les scénarios et la manière même dont c'est organisé changent. Pour donner un exemple très simple, dans la loi française, c'est désormais possible de faire de la formation à distance parce qu'on reconnaît le temps passé devant une machine comme de l'équivalent temps de travail. Il n'y a pas si longtemps, c'était un obstacle législatif et on ne pouvait pas former des professionnels à distance parce qu'on considérait que s'ils étaient à distance, eh bien, ils n'étaient pas en formation. Alors, évidemment, ça c'est un exemple un peu caricatural, mais on voit bien qu'il faut y aller doucement, quoi. Et comment justement on réussit à modifier ces mentalités par des preuves Alors oui, par des preuves et puis aussi par une demande sociale, c'est-à-dire que je crois que les deux jouent leur rôle. Effectivement, on a des preuves qu'on peut apprendre à distance. Cette preuve, elle existe depuis très longtemps. Peut-être que tout le monde a entendu parler du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, qui est la plus grande école de France, au fond, puisqu'elle donne cours à tous les enfants, adolescents et jeunes adultes qui ne peuvent pas aller à l'école, et pour des tas de raisons, parce que les parents sont à l'étranger, parce qu'ils sont malades, parce que... Enfin bref, les raisons sont multiples. Et ça marche, l'enseignement à distance, je veux dire, c'est une institution qui a pignon sur rue. Après, l'enseignement à distance avec le numérique à des fins de formation professionnelle, il y a un petit saut à faire, mais voilà, ce saut est fait. Donc, et puis il y a une demande sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la compétition que se livre tout le monde, tout le temps, partout, si effectivement on peut à la fois rester à son poste de travail et se former. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut choisir, mais voilà, si on peut diminuer les coûts de formation en ayant toujours ses collaborateurs assez disponibles pour ce pourquoi on les paye, et en même temps leur permettre de se former avec des moyens numériques à distance, ce serait dommage de s'en priver. Et c'est ça la demande sociale, c'est-à-dire que la compétition internationale, la demande d'abaissement des coûts ou d'amélioration de la productivité fait que on hésite de plus en plus à se priver d'un collaborateur pendant une semaine pour lui faire suivre une formation loin qui va le faire quitter son poste de travail et pour lequel il ne pourra pas être au service de l'entreprise, en tout cas au moment où il sera en formation. Est-ce que vous pensez justement par rapport à l'international, on est en retard sur les autres pays voisins ou même outre-Atlantique dans nos réflexions ? Non, franchement... Après, je crois que ce qui fait la différence, c'est la nature du marché. C'est pas l'État, c'est pas le niveau de savoir-faire des entreprises
ou le niveau scientifique ou académique des laboratoires qui traitent les questions, parce que d'abord, tous ces laboratoires communiquent entre eux, ils s'échangent des informations, ils se lisent, ils se rencontrent dans des colloques. Donc il y a une vraie porosité de tout ce qui se joue dans cette question au niveau international. Il y a certes une compétition, mais les enjeux ne sont pas ceux de l'industrie. En revanche, la nature du marché est extrêmement différente. D'un continent à l'autre, les besoins du milieu professionnel sont extrêmement différents. Vous allez en Asie, alors c'est des continents qui font rêver parce que des milliards d'habitants, ce qui n'est pas notre cas en Europe. Mais finalement, la demande en e-learning est très très faible. Pourquoi ? Parce que le niveau d'éducation est très bas. Et donc du coup, quand les professionnels, quand un ouvrier arrive sur son lieu de travail, je vous donne un exemple, en Indonésie par exemple, qui est un pays de plus de 200 millions d'habitants, eh bien, il y a 80% de la main-d'œuvre qui a besoin qu'on lui dise le matin ce qu'elle doit faire dans la journée. Donc on voit bien qu'on est dans c'est ce que j'appelle la nature du marché, du travail et finalement le niveau de développement de ces pays. Donc pour finir de répondre à votre question, quand un ouvrier attend des consignes de travail quotidiennes, on voit bien qu'on n'est pas encore dans le besoin de le former à l'amélioration de ses compétences pour que l'entreprise qui l'emploie maintienne sa position sur un marché international. Voilà. Alors après, dans la compétition, on va dire, entre les 3 grandes zones d'influence économique, Amérique du Nord, Europe et Asie du Sud-Est, Japon, Corée, Taïwan, etc., j'ai pas de vision très très claire de ce qui se joue. Je crois vraiment que on est encore sur des marchés nationaux et où des opérateurs locaux peuvent vraiment jouer un rôle très très important. Mais encore une fois, c'est des choses que j'ai pu comme ça lire rapidement. Je n'ai pas une vision, je suis pas un économiste de la formation, j'ai pas une vision totalement claire de cette question. D'accord. Là, nous, de nos études qu'on peut observer si tu passes à l'international, au niveau de l'apprentissage, on sait que les apprenants sont de plus en plus férus par rapport à la personnalisation et à la collaboration dans leur formation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on est à un tournant aujourd'hui de l'apprentissage avec ces 2 composantes ou c'est encore trop tôt ? Alors, y a 2 choses que vous dites, personnalisation et collaboration. Je vais les reprendre l'une après l'autre, mais à l'inverse. Sur la collaboration, c'est vrai que... alors, vous dites qu'ils sont de plus en plus férus. Disons que c'est une caractéristique dont on connaît la force pour créer de la valeur. Voilà. C'est-à-dire que les entreprises dans lesquelles on collabore plus que dans les autres, eh bien, on gagne du temps sur les circuits de décision, sur les circuits d'innovation, enfin sur les durées d'innovation, et on peut créer de la valeur tout simplement en favorisant la collaboration. Et parfois même, c'est une compétence discriminante pour les promotions individuelles. C'est-à-dire que savoir collaborer, c'est vraiment une compétence qui est recherchée. Et effectivement, quand on est un jeune homme ou une jeune femme qui a, toujours connu les réseaux sociaux, où on a toujours travaillé, même à l'école, en groupe, parce que les travaux de groupe, ça a l'air naturel, comme ça. Quand je dis à l'école, à l'université, etc., où ces exercices académiques sont devenus finalement banals, effectivement, on ne comprend pas pourquoi, quand on est au travail ou quand on est en formation, on ne devrait plus collaborer. Donc voilà, ça c'est une chose, un élément très important. Effectivement, ça correspond à quelque chose qui est pas dans l'air du temps, mais qui est devenu indispensable. C'est pas une mode. Après, sur la personnalisation, c'est un petit peu différent de mon point de vue. Voilà, je pense que on a tous envie d'être reconnus. Voilà, et on est tous en quête de reconnaissance. Et ça, c'est vraiment pas nouveau. Et au fond, le traitement standard de la personne dans un système de formation ou un logiciel qui vous prendrait comme une pièce alpha et vous emmènerait comme n'importe qui, je crois que ça ne correspond pas aux attentes des personnes. Et les systèmes techniques aujourd'hui permettent d'introduire
de l'adaptabilité des parcours. Mais c'est très coûteux d'abord. Enfin, je dis coûteux en développement, coûteux en temps, coûteux en ingénierie pédagogique. Donc voilà, les technologies numériques permettent de faire ça de manière industrielle, alors que on faisait déjà ça sans les technologies numériques, mais de manière artisanale. C'est peut-être ça la vraie différence. Nous avons l'habitude de poser cette question pour conclure notre podcast. Pascal, je vous la pose. Selon vous, quelle tendance dans la formation, dans l'apprentissage, est à venir ou à souligner ? J'ai presque envie de dire que la tendance, c'est l'ingénierie elle-même. C'est-à-dire que y a des nouveaux métiers qui voient le jour et je vois que ces métiers sont en développement dans cette entreprise. C'est le métier d'ingénieur pédagogique. Avant, il y avait des ingénieurs de formation. Alors, moi, je fais une différence entre... Enfin, je dis moi, mais on est un certain nombre et c'est pas ma différence, c'est celle qu'on fait classiquement. L'ingénieur de formation, c'est la personne qui va travailler à l'élaboration d'un référentiel de formation en référence à un référentiel métier. C'est-à-dire que dans une branche professionnelle, on dit, bah voilà, quand vous êtes soudeur, il faut savoir faire ça, ça, ça et ça. Et l'ingénieur de formation, il va organiser des formations à la soudure en disant, bah oui, bah ce geste professionnel, je le définis comme ça dans la formation, et il faut qu'au final, on ait ce résultat. Ça, c'est l'ingénieur de formation. Ces métiers existaient déjà, mais le numérique et donc la demande finalement de travail à façon des commanditaires pour obtenir des produits qui répondent à leurs besoins a créé un nouveau métier, celui d'ingénieur pédagogique. L'ingénieur pédagogique, c'est celui qui va rentrer finalement dans le processus de fabrication de ressources pédagogiques, et en ce qui vous concerne, ces ressources pédagogiques, elles sont numériques. Donc la tendance, c'est celle-ci, c'est-à-dire que c'est finalement... on se posait même pas la question de l'ingénierie pédagogique. Avant, c'était le travail des enseignants ou des formateurs. C'est-à-dire que, y compris dans les branches, dans les différentes branches professionnelles, il y avait des personnes qui savaient faire le métier. On avait défini un programme de formation en fonction du référentiel métier. Eh bien, j'ai envie de dire, on les envoyait au feu pour faire la formation, avec des outils bien sûr, mais voilà, c'était pas très forcément parfaitement outillé. Aujourd'hui, il y a un vrai souci, justement du fait de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on fait des produits sur lesquels on ne revient pas après. Un produit numérique, vous n'avez pas un formateur qui derrière arrête le truc et dit ah oui mais au fait là voilà ce qu'on a voulu dire. Non, c'est pas tenable une posture comme ça. Donc on est sur des produits qui sont autosuffisants au sens où ils doivent s'exécuter d'un point A à un point B sans l'intervention d'un formateur ou d'un coach ou d'un accompagnateur quelconque. Et du coup, la question de l'ingénierie pédagogique devient cruciale. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.